Quand tu es dans l'enfer de ton quotidien, tu n'arrives pas en fait à voir les bons côtés. Mais malgré tout, ce qu'on dit d'Haïti, les points positifs, ils existent, tu vois, mais c'est juste qu'en fait, on a plus de recul pour les voir. Mon objectif depuis 3 ans, c'est de retourner en Haïti, mais j'ai voulu y aller et à chaque fois, il s'est passé un truc qui fait que je suis pas allée. En fait, là, maintenant que je veux aller en Haïti, Haïti ne veut pas de moi. Ça fait très longtemps que je ne suis pas allée en Haïti, puisque mon dernier voyage en Haïti remonte à 2003. 2003, donc ça fait plus de 20 ans. Tu sais, quand t'es jeune, t'as pas... moi, je faisais ma... Clairement, je faisais ma diva. Je suis arrivée en mode petite parisienne. Je dis, c'est où la salle de bain? Elle me dit, la salle de bain, c'est dehors. Je dis, mais où ça, dehors? Et en fait, c'était un truc qu'ils avaient construit. Enfin, c'était pas une douche, c'était juste une cuvette avec de l'eau. Je dis, mais c'est là que je vais me laver? Je dis, mais c'est quoi ça? Et tout. Après, je dis, il n'y a pas de robinet, il n'y a rien? Elle me dit, non. Elle me dit, c'est comme ça? Non, ben rien. Je suis, d'accord. Donc, j'ai dit, ok. Déjà, l'eau était froide. Et puis après, je me souviens, j'ai pris l'eau. Et puis là, il y a un crapaud qui était dans le seau. Et j'ai hurlé! J'ai fait, ah, mais c'est quoi ce pays? Je veux rentrer chez moi, etc. Donc ça, je me suis dit, mais ça, c'est les pires vacances de ma vie, mais c'est pas possible. Après, et donc après, je dis, oui, je voudrais aller aux toilettes. Elle me dit, les toilettes, c'est derrière la maison. Je dis, ok. Et là, elle me dit, c'est là. Et là, en fait, c'était des latrines. Un gros trou, et il fait noir. Je lui dis, mais c'est pas possible. Et après, pour être tout à fait honnête, tu sais que j'ai été constipée pendant 30 jours. En fait, j'ai fait un blocage psychologique. Je ne pouvais plus aller aux toilettes. Et je me suis dit, non, mais moi, je peux pas, en fait. C'est pas possible. Donc, tout ça, tu vois. Mais en fait, c'est que ça a été un choc. Moi, ma mère m'avait pas préparée. Elle m'a pas dit. Elle était contente, tu vois, je la voyais. En plus, elle m'énervait, je me souviens, parce que je la voyais... elle était contente, elle, de revenir. Elle était là, elle mangeait des mangues. En fait, tout ce qu'elle faisait, ça m'énervait. Parce que je me disais, mais pourquoi elle? Tu vois, elle a l'air d'être heureuse, mais moi, je suis pas contente d'être là, tu vois. Et... Après, c'est pas ça qui a fait que je suis pas retournée en Haïti. Après, effectivement, il y a eu cet accident où moi, j'avais peur d'y aller et de me retrouver face à un truc comme ça. Mais après, au-delà de ça, c'est aussi je dirais, ma vie qui a fait que soit je suis partie à l'université. Après, c'était pas le bon moment parce que je travaillais, parce que je devais financer mes études et donc j'avais un job d'été. Parce que souvent, c'est l'été que ma mère partait. Et moi, c'est l'été où je travaillais pour pouvoir avoir un peu d'argent et financer mes études. Et après, il y avait, voilà, je faisais un stage par-ci. Et après, ce qui fait que, en fait, les années sont passées. Et finalement, après, il y avait aussi le fait que moi, j'ai commencé aussi à avoir ma vie, entre guillemets, de jeune. Et j'avais d'autres préoccupations. Donc, je partais en vacances, mais plutôt ailleurs. Avec mon copain, on partait en Tunisie, au Maroc, etc. Mais plus des choses, tu vois, qui nous convenaient à tous les deux. Et puis voilà, après le temps est passé. Et puis voilà, en fait, il s'est passé plein d'années. Et la dernière fois, enfin, ça fait plus de 20 ans. Mais tu vois, et en fait, maintenant, avec le recul, je me dis, mais en fait, mais si, j'aimerais tellement, tu vois, pouvoir revivre ça. Mais je peux pas, parce que voilà, maintenant, la situation fait que c'est plus compliqué d'y retourner. Alors, la partie de l'enfance en Haïti me pas songer en rien. En fait, j'ai quelques flashs. J'ai quelques flashs, par exemple, où elle me songer, elle me l'école. Par exemple, me songer, parce que un petit flash comme ça, me songer, maman peut qu'on levait bien bonnet pour le préparer, manger, ouais, poule, etc. Et en fait, ce qui est très drôle, c'est que l'aime petit me pas très bien viande. Et là, maintenant, on va manger, voilà, genre un plat sans viande, il pas fait sens. Ouais, et me songer, maman, à chaque fois, elle était qu'on vient chercher l'école, 4 heures, enfin, comme ça. Et en fait, parce que t'es qu'on préparer lunch dans un box et puis après box là t'es qu'on était ouais sans rien parce que pas très à manger et après des fois me songer c'est maîtresse là qui qu'on manger ça va t'es qu'on préparer donc moi on t'a dit oui est-ce que t'as mangé il me dit non après il dit bon ben quand manger elle me dit c'est la maîtresse qui a mangé et ça tu vois c'est des petits flashs comme ça dont je me souviens et après quand je ne mangeais pas je me souviens après l'école où t'es qu'on chita son banc
Et puis, il était contre me manger, ça me pas de manger à midi. Voilà, c'est quelques flashs comme ça, tu vois? Mais sinon, j'ai pas beaucoup de souvenirs. Pas songer si maman t'es dim, nous pral en fait, nous pral la France. Mais en tout cas, je me souviens du départ. Je me souviens du départ. On songeait, nous étions dans l'aéroport, je crois Port-au-Prince, parce que nous étions partis depuis Port-au-Prince. Et puis, ils disent comme ça, nous allons faire un long voyage, nous allons rejoindre ma tante Jocelyne, la France. Il me dit, OK. Il me dit, oui, nous allons prendre un avion, nous allons rester dans l'avion pendant au moins 7-8 heures. Il me dit, OK. Mais moi, en fait, comme j'étais une sentiment curieuse, moi, j'étais content parce que c'était une nouvelle expérience, mon gros avion, c'était on tape sauté, il dit Fushida. Tu vois, je me souviens de ça. Et puis après, on a pris l'avion, etc. Ça, je me souviens parce que c'était quelque chose de nouveau. Et puis après, le contexte dans lequel on est arrivé aussi, c'était particulier. Alors en fait, ma mère, il arrivait en France, mais c'est Seul qui t'a fait le chercher. En fait, c'est grâce à Seul que nous t'es venu, parce que ma tante, moi, elle était déjà installée en France depuis, je crois, 5-6 ans. Et puis, elle t'a dit comme ça, donc après, bien sûr, ça prend du temps, donc il finit installé, etc. Elle dit comme ça, non, moi-même, je ne pas quitter Tissem, Haïti, ou vini. Mais voilà, faut me besoin installé, etc. Fatigue comme moi, et puis après, la vine chachou. Et donc c'est vraiment grâce à ma tante qu'on est arrivé. Et puis, mais on est arrivé par un chemin, je dirais que bon, c'était propre à beaucoup d'Haïtiens à l'époque. On est arrivé, en fait, je me souviens de ça. Il me semble hein, que, comme ce que ma mère m'a raconté, c'est que nous t'es vini, mais c'était pas à la base, c'était pas un visa d'immigration. Donc en fait, maman, il était joint un visa pour visiter. Ouais, mais en plus, on n'est même pas arrivé par Paris, on est arrivé par la Suisse. Donc, de ce que je comprends, donc il était joint un visa tourisme pour la Suisse. Et en fait, de la Suisse, nous arrivait Paris. Mais je me souviens de ça parce que c'était assez particulier parce que je me songeais, donc nous arrivait en Suisse, donc moi, lui-même, il était peur parce que moi-même, je tape vivre bagaille ça, mais avec expérience timon de moi, donc moi-même, c'était un bagaille qui était excitant parce que moi, ouais, gros escalator, mécanique, etc. Elle me dit, oh, ouais, c'était un jouet pour moi. Et il me songeait, nous atterrir avion, et puis après, il y a un gros escalator comme ça, pour une sortie. Et puis moi, m'a sauté, m'a couru, mon maman, il était déjà, me songeais maman pour le mettre les pieds sous l'escalier, elle était peur et moi, juste sauté. Il dit, Tiffy. Et, et donc après, je dis, mais t'inquiète pas, mamie, viens, c'est drôle. Et donc après, donc il comme ça. Et puis il a pris précaution. Et puis après, il dit, arrêtez, bon là. Donc elle me dit comme ça, reste à côté de moi et tout. Je dis, ok. Et puis, donc après, on sort de l'aéroport. Après, tu as deux mouns qui te viennent chercher. Donc, on forme à con monsieur. Et puis, nous arrivons, donc après, nous prenons machine. Et puis, nous arrivons dans un appartement. Et puis, il me songeait, il était préparé spaghetti avec saucisse. Donc, pour nous, après ça, c'est parce que me songer, parce que jusqu'à maintenant, me songer, ouais, goût spaghetti, elle me dit, vous verrez ça bon. Et, et puis après, il dit comme ça, donc, faut qu'on aille dormir bonne heure parce que demain matin, on a pleuvé de très bonne heure pour une pâtie. Il me dit, OK. Après, nous lever, me songer, nous te lever vers 3-4 heures du matin. Et puis, il repréparer spaghetti, manger. Après, 3-4 heures du matin, me songer, nous chiller dans la machine. Et puis, en fait, nous t'a conduit, enfin, en tout cas, t'es grand moun qui t'a conduit, moi-même, t'es derrière avec maman. Et puis, je crois maintenant, c'est avec le recul que maintenant, je comprends que nous t'as traversé frontière là, entre la Suisse et la France. Pour être capable de traverser, voilà, je crois que pour éviter les contrôles ou j'en sais rien, mais en tout cas, c'était pendant la nuit. Et puis, c'est comme ça qu'on est arrivé. Je me souviens, on est arrivé à Paris, dans le quartier de Château-Rouge. Et c'est mon oncle qui est venu nous chercher. Et en fait, c'est vraiment comme ça que on est arrivé à Paris. Voilà, mais on est arrivé d'abord par la Suisse. Mais tout ça, tu vois, moi, je le vivais pas du tout parce qu'avec le recul, ma mère, elle, je pense, enfin, c'est sûr qu'elle avait peur.
parce que c'était une expérience quand même, enfin d'immigration, mais moi je le vivais pas comme ça. Heu, voilà et puis, et donc on est arrivé quand on est arrivé à Paris, on est arrivé pendant l'été, et donc, on a vécu chez ma tante pendant quelques mois. Donc elle était à Paris, donc elle avait 2 enfants de mon âge, et donc pour moi, ça a été facile l'intégration, parce que j'avais mes 2 cousins, donc qui ont en quelque sorte m'ont pris, sous leurs ailes, et donc ma mère, dès qu'elle est arrivée, grâce à une autre cousine, qui l'avait «pistonné» entre guillemets, elle avait trouvé un job, pour aller travailler avec une famille, française qui cherchait, entre guillemets, «une personne» pour partir en vacances avec eux pendant 2 mois, dans leur maison de campagne, pour s'occuper des enfants pendant que eux, tu vois, voilà, ils avaient leur temps, mais ils voulaient quelqu'un pour gérer les enfants. Et donc maman t'es quitté avec ma tante moi, mais t'es comme ça, bon, chat, c'est comme ça le relais, chat, on va le travail pendant 2 mois, donc on va prêter avec ma tante Jocelyne, et cetera. Mais après 2 mois, ma potona, et cetera. Mais voilà, faut travail pour capable faire ti l'argent, mais peut-être qu'après, nous n'a pas capable, gain propre appartement nous, mais voilà, mais en tout cas, en attendant, faut qu'on reste là. Donc voilà. Après moi, le départ de ma mère, je l'ai pas mal vécu parce que c'était l'été, il y avait plein de choses à faire, j'étais avec mes cousins, donc voilà, ça s'est très bien passé. Et puis, en fait, à la fin de cette expérience, c'est cette même famille qui te dit vraiment comme ça: «OK, vraiment, merci beaucoup, ti moun yo et cetera machin. Donc nous-mêmes nous cherchons moun pour, qui t'a, occupé de ti et cetera. Est-ce que ça intéressait ou?» Donc maman me dit: «Oui, OK, d'accord» et puis c'est comme ça, hein, l'été joint de travail ça, à temps plein, donc avec même famille ça et puis on dit comme ça, nous gagnons, caille bon côté la caille nous, comme ça la plus facile pour nous parce qu'on pas besoin de transport le matin et puis pour nous-mêmes et puis pour nous-mêmes tout, on a bien plus flexibilité par exemple, si, par exemple nous un travail dans la souhait ou capable rester plus dans le matin si ou qu'avait une pibonnet et cetera donc c'était et puis en même temps c'était un caille dans un quartier qui était vraiment, son quartier riche à Paris, donc avec, en pile, belle infrastructure, même cadre de vie, enfin, il était bon. Donc enfin, moi, il était dit: «Oh» donc effectivement, même pour petite moins, la bon parce que la bénéficier de un cadre, qui propice à qu'études et cetera, relations et donc voilà, elle était acceptée et c'est comme ça après donc en septembre, on était déménagé dans le quartier ça, donc avec maman et puis, voilà jusqu'à l'âge de, je sais pas 20 à quel âge qu'il était le carrément 27 ans je crois? On était là avec elle. Le fait d'appartenir à un milieu modeste et d'arriver d'Haïti, enfant, d'immigrés et de vivre dans un quartier, bah, clairement c'est un quartier bourgeois, hein, le 7e arrondissement, moi je côtoyais au quotidien des enfants, de ministres, des PDG, des avocats, des médecins, tu vois? C'était vraiment, ces enfants-là et donc me songer, heu, en fait à l'école pas trop de différence, vraiment différence là, mais c'est plutôt par exemple, là tu gain par exemple, tu es dans un mille, il dit: «Oh, est-ce que tu veux venir à la maison? Je fête mon anniversaire, hem, là, j'ai une boum, donc voilà pour mon anniversaire et donc déjà, bon, moi-même, ma maman me dit: «Oui, Stéphanie m'a invitée». Il me dit: «Invitée pour faire quoi?» Je dis: «Invitée, à dormir». Elle me dit: «Dormir au Bagankai, au Bagankamon», tu vois? Donc déjà, moi j'étais souvent la seule à ne pas y aller. Parce que maman me dit: «Non, non, non, pas dans bagay, elle dormi ka moun ou gon kai, wap dormi la caille, la caillou». Je dis: «D'accord». Donc déjà il y avait ça, tu vois? Donc il y avait quand même cette différence de traitement et puis après, les quelques fois où elle acceptait plus par exemple, nous gon, travail de groupe qu'on fait, elle me dit: «Oui, parce que mon classe c'est un travail de groupe, donc je dois aller chez un tel pour faire ce travail de groupe». Donc après elle dit: «OK, mais c'était dans les conditions strictes» et donc là j'arrive
et je vois, des appartements, mais c'est enfin, tu même pas idée, quoi. C'est des trucs, je me dis: «Mais, waouh! Ah ouais, il y a des gens, tu vois, qui vivent dans ce genre de cadre». Mais c'est incroyable et tu vois, enfin, avec ma mère, on vivait dans un grand studio, mais ce qui était déjà bien parce qu'avoir un studio à Paris dans ce quartier-là, enfin, tout le monde ne peut pas avoir ce studio-là. Mais moi, je voyais des appartements incroyables et tout et je me disais: «Mais ouais, en fait, ils ont rien enfin, on n'a rien à voir, on n'a rien à voir, ensemble». Enfin, c'est le jour et la nuit. Mais donc après c'est enfin, je voyais bien qu'il y avait une différence, mais après c'est pas quelque chose, tu vois, qui m'a peinée ou genre je me suis dit, «Ah oui, j'ai honte» et cetera. Mais c'est juste que vraiment je voyais bien qu'il y avait une différence et que je faisais pas partie de leur monde. En tout cas pas financièrement et pas en termes de statut. C'est plus ça. Après, ça c'est la première chose et après l'autre chose aussi, c'est que comme j'étais dans un quartier, quand même majoritairement de blancs, dans toute ma scolarité, donc jusqu'au lycée, puisque j'ai été dans ce quartier jusqu'au lycée et même après, j'ai toujours été la seule, noire de ma classe, tu vois? Donc quand je suis arrivée en primaire, collège, lycée, il y avait que moi et donc ça aussi, ça a aussi façonné, mon identité et puis aussi mes fréquentations. Parce que moi, mes fréquentations, mon cercle, c'était ces gens-là. Et parce que ma mère fréquentait la communauté haïtienne, mais pas tant que ça, parce qu'elle-même, la semaine, elle travaillait, donc elle restait dans ce quartier-là. Et le week-end, en fait, moi, je voyais ma communauté plus que la communauté haïtienne et la communauté noire plus largement. C'était plus à travers les événements, mariage, baptême, communion, mais c'était pas non plus tous les samedis, tu vois? Et mais sinon à part ça, je fréquentais pas la communauté haïtienne et ma mère, non plus, pas plus que ça. Après on allait voir sa sœur, mais ça restait dans un cercle fermé. Hem et donc voilà, après c'est pas, que je voulais pas, mais c'est juste que le cadre de vie dans lequel j'étais, en fait, ne se prêtait pas à ça. Alors effectivement, alors j'étais dans un, heu, dans un environnement, heu, français, un environnement de blancs, mais malgré tout, j'étais haïtienne à la maison. J'étais haïtienne à la maison dans, la façon dont ma mère m'a éduquée, dans la transmission aussi, des valeurs et cetera. Par exemple, voilà et là aussi, tu vois, dans l'éducation, je voyais bien qu'il y avait quelque chose, qui était pas pareil que les autres. Typiquement, les histoires d'invitation, ça, c'est pas la peine. Mais surtout, je veux dire ma mère, 10 ans, hein, elle me disait: «Non, non, le dimanche, c'est ménage». Donc en fait, moi, je participais aux tâches ménagères et quand je parlais à mes amis, elles me disaient: «Mais non, nous non, on est est-ce qu'on a une femme de ménage? Non, c'est ma mère qui s'en occupe». Et ma mère, je me souviens, elle me disait: «Non, non, 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 Oumed, moi je m'en fous de tes copines là, mais la caille moi, où sont jeunes filles haïtiennes, sont capables nettoyer caillou, qu'on me fait manger, patati patata». Donc en fait, elle a vraiment fait en sorte tu vois, de me transmettre ça. Donc en fait, moi le dimanche, il était pas question que l'imam l'a fait manger, puis moi chita, m'a gardé, puis m'a de manger. Ah non, il dit: «Non, wap vini, wap prêter bon côté, wap garder comme ça, en fait, quand tu seras une femme, tu sauras faire parce que quand même pas plat». Donc tu vois, il y avait ça, donc il y avait cette transmission-là et puis surtout, voilà, il y avait et puis surtout par rapport à la langue aussi, alors bien sûr, ma mère, elle me parlait créole à la maison, parce que, c'est ce qui sortait le plus facilement, c'est sa langue, hein. Elle a quitté Haïti il y a plus de 30 ans, donc naturellement, surtout quand elle est énervée ou qu'on a vraiment envie de dire les choses, c'est créole là, tu vois, c'est le créole qui sort. Donc ça m'a permis quand même, de développer, ma compréhension, donc je comprenais quand j'étais jeune parfaitement le créole, mais je le parlais pas parce que déjà l'environnement faisait, que j'avais pas, d'occasion de la pratiquer à part avec ma mère
Et donc moi, mon réflexe, c'était de répondre en français. Parce que j'ai ni, tu vois, amis de mon âge et cetera, donc moi, je répondais en français. Mais malgré tout, quand même, le fait qu'elle me parle en créole, ça a quand même permis de créer cette connexion. Heu, donc voilà, après il y avait aussi tout ce qu'elle faisait le dimanche, ces musiques-là, du matin jusqu'au soir, coupé cloué, tabou combo, donc ça aussi, tu vois, ça joue aussi dans ton identité parce que c'est des musiques que maintenant j'écoute. Parce que je me souviens à l'époque, je me plaignais, je disais: «Ah, toujours la même chose. Ah, c'est nul, on peut pas écouter autre chose». Et elle me disait: «Non, non, non, non». Et maintenant, c'est marrant parce que tu vois, par exemple, sérénade, je me souviens plus, il y a c'est, du boléro. Je me souviens que ma mère écoutait ça tous les dimanches et je me disais: «Mais qu'est-ce que c'est nul comme musique!» Et maintenant j'adore! Mais tu vois, le dimanche quand je suis à la maison et que je ne fais rien, mais j'écoute ça parce que ça me détend. Tu vois? Je me dis: «Mais c'est incroyable» et heureusement qu'elle l'a fait parce que de moi-même, j'aurais pas enfin j'aurais pas connu ce groupe-là, mais vraiment tu vois? Et mais c'est drôle, mais c'est voilà, mais c'est toutes ces petites choses, qui font, que, malgré tout, tu vois, j'ai gardé, mon identité haïtienne et mon intérêt pour la culture haïtienne. Ma mère, elle travaillait beaucoup. Elle travaillait beaucoup, pour aussi, me donner un meilleur avenir, tu vois? Donc enfin ça, elle me l'a toujours expliqué. Tu vois? Elle me disait: «Cha, donc là, oui, là, je vais travailler, mais c'est parce que voilà, enfin, c'est aussi pour toi et cetera». Après moi, je pense aussi que c'est, ma personnalité en tant qu'enfant et en tant qu'individu qui fait que moi, je suis quelqu'un d'assez solitaire, tu vois? Donc quand ma mère partait travailler, par exemple et que j'étais seule à la maison, heu, je le vivais pas mal parce que moi j'aime bien, tu vois, me retrouver, face à moi. Hem et puis surtout, ma mère communiquait, beaucoup avec moi et puis on était complices. Hem, donc au contraire, hein, je pense que ça nous a, rapprochés, puisque moi je savais pourquoi moi je savais pourquoi elle était pas là, tu vois? Je savais, et puis malgré tout, quand elle était là, elle était là. Tu vois ce que je veux dire? Puis après elle était pas non plus absente, non plus, sur des longues durées, hein. C'est-à-dire qu'elle partait travailler, moi j'étais à l'école, le soir, on se retrouvait et le week-end on était ensemble. Mais si par exemple parfois, elle était amenée à partir, par exemple pour les vacances avec cette famille-là, je savais pourquoi elle partait et encore une fois, je pense aussi, que le fait d'avoir des cousins de mon âge, et aussi avoir ma tante, mon oncle, ça permet quand même d'avoir un noyau, dur et auquel se raccrocher. Je suis arrivée en France avec ma mère, ça a toujours été ma mère et moi, puisque mon père ne fait pas partie de ma vie. Voilà, après ça a été un choix de sa part. Hem, bon après, voilà, c'est pas enfin, comme c'est quelque chose que j'ai toujours connu et vécu, heu, c'est pas quelque chose, tu vois, qui m'a handicapée. Alors après, bien sûr, l'absence, d'une figure paternelle, ça a toujours, même si tu t'en rends pas compte, un impact, notamment peut-être avec, enfin ta relation avec les hommes. Mais c'est pas quelque chose, tu vois, qui m'a peinée. Je pense que c'est plus difficile de connaître quelqu'un et qui sort de ta vie, tu vois? Où vous avez eu, le temps d'établir une relation et cetera, ce qui n'a pas été mon cas. Voilà, mais ma mère, voilà, elle a joué, les 2 rôles. Bon, elle l'a fait comme elle le pouvait. Après, j'ai eu aussi la chance quand même d'avoir mon oncle, qui était là aussi pour, représenter ce rôle, de père, qui, voilà, a toujours été là pour moi, donc j'avais quand même une figure paternelle, hein, quand j'étais jeune, mais voilà, après c'est des choses, qui arrivent. Mais voilà, c'est pas quelque chose, qui m'a, tu vois, qui m'a plus gênée, peinée que ça. Après, j'ai vécu avec. Après, bien sûr, quand tu grandis, tu te poses des questions. Surtout, je me souviens parce que souvent ma mère me dit: «Oui, ou ton coup papa ou
ou bien même lait, ou bien même Jean papa, tu vois? Donc je me dis: «Mais qu'est-ce qu'elle ra» tu vois, ça te fait questionner, tu te dis: «Mais c'est pourquoi? Pourquoi elle dit ça?» Parce qu'elle me dit: «Oui, le cœur dur que tu as». Elle me dit: «Ça, c'est papa, tu vois? Parce que moi, elle me dit: «Moi, je suis quelqu'un de gentil ou même ou dur, tu vois? Tant que papa, tu vois? Des choses comme ça, mais c'est souvent négatif, c'est jamais positif. Mais quand même, tu vois, enfin, même si c'est sur le ton de la rigolade, mais tu te dis: «Bon, bah, tu vois, j'aurais bien aimé quand même voir, pourquoi elle dit ça». C'est juste des petites choses comme ça et puis après même toi, tu te dis: «Bon, c'est vrai qu'il y a une partie de toi, que tu connais pas vraiment» ou même, par exemple, quand tu vas chez le médecin ou qu'on te dit: «Oui, est-ce qu'il y a des antécédents, tu vois, médicaux?» Bah, il y a quand même une zone de mystère, tu vois, sur la partie paternelle. Mais c'est juste des choses comme ça, c'est à certains moments, à certains stades, j'imagine aussi, tu vois, quand tu deviens mère aussi, heu, c'est à ces moments-là. Mais honnêtement, franchement, ma mère, elle a fait en sorte, voilà, de combler, enfin pas combler parce qu'on ne peut pas remplacer un père, elle était maman avant tout, mais j'ai quand même enfin j'ai pas manqué d'amour, voilà, pendant mon enfance, que ce soit du côté de ma mère, mes tantes, mon oncle, enfin voilà, j'avais quand même un cocon familial, voilà, assez complet. Tu vois, il y a quand même, des en termes d'éducation, il y a beaucoup de choses que j'ai, gardées de ma mère. Pourtant, quand j'étais jeune, je disais: «Non, mais de toute façon, moi, je vais pas faire comme ça». Mais finalement, tu vois, typiquement, tout ce qui est invitation, à dormir, moi, je suis pas très pour. Après mais malgré tout, quand même, tu essaies, d'adapter. Parce qu'il y a quand même des choses, tu vois, quand, toi, tu es enfant, où je l'ai mal vécu parce qu'en fait, j'avais l'impression d'être toujours celle qui était à l'écart, tu vois? Par exemple, il y avait une fête, j'étais la seule à pas y aller et puis après le lundi, tout le monde débriefait et moi j'étais là, «Bon, OK, tu vois? Et ça, c'est dur quand même, tu vois, quand tu es enfant, surtout que quand tu es enfant, en général, tu cherches à t'intégrer et donc ça, quand toi, tu deviens aussi maman, tu te dis: «Bon, il faut trouver le juste milieu». C'est-à-dire ne pas être complètement strict comme certains parents haïtiens peuvent l'être, mais c'est avec le recul, tu vois que c'est pour te protéger, mais trouver le juste milieu en se disant: «OK, je vais être strict, suffisamment strict pour que, voilà, il y ait un cadre, mais il faut quand même, je pense, lâcher un peu de lest, tu vois? Pour que l'enfant ne se retrouve pas complètement à l'écart. Donc c'est trouver ce juste milieu, qui est, difficile, mais je pense nécessaire et que moi j'essaye, d'appliquer, parce que voilà, et puis pareil sur, tu sais, les l'expression dans la communication. Hem, Après je sais que ma mère, tu vois, je sais que ma mère m'aime. Ça, il y a pas de doute et tu vois? Et elle le prouve au quotidien et elle l'a prouvé quand elle était jeune. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose de naturel chez beaucoup de parents haïtiens d'exprimer leurs sentiments, tu vois? De dire: «Je t'aime», de faire des câlins et cetera. Parce qu'eux-mêmes n'ont pas eu ce modèle et donc c'est compliqué, tu vois? De sortir de ça et donc ça, c'est aussi des cycles que tu essayes, de casser. Bon, après je dis pas que je le fais parfaitement, hein, mais c'est juste déjà en prendre conscience et de dire: «Non, je vais pas refaire la même chose». Pareil, tu vois, sur l'école, heu, ma mère, après je sais que c'était pour mon bien, mais elle était très exigeante à l'école et même maintenant, tu vois, je lui dis: «Mais apprends à complimenter», tu vois? Par exemple, tu vas à l'école, tu as une bonne note, au lieu de te dire: «Bravo, c'est génial, je suis fière de toi», elle va te dire: «Mais lui, il a eu combien?» «Ah bah, lui, il a eu 17. Moi, j'ai eu 15. Et pourquoi tu as pas eu 17?» Tu vois? «Mais 15, c'est bien! Dis-moi que c'est bien!» Tu vois? Mais c'est parce qu'ils veulent te pousser plus et donc mais quelque part, tu vois, pour certaines personnes, ça peut décourager parce que tu dis: «En fait, c'est jamais bien, c'est jamais assez bien ce que je fais». Donc c'est ce genre de choses où tu te dis: «OK, avec le recul quand même, il y a quand même des petites choses dans l'éducation alors je sais pas si l'éducation à l'haïtienne, mais en tout cas l'éducation que j'ai reçue, qui
à certains moments, m'ont dérangée et donc moi, je vais quand même prendre ces choses en compte pour ne pas les reproduire. Voilà, c'est juste ça. Alors c'est vrai que, ma fille est née en France, donc elle est encore, moins, je dirais, connectée à la culture haïtienne parce qu'il y a même pas ce lien de naissance. Après, malgré tout, ma fille se considère haïtienne parce qu'elle est née, de parents haïtiens, puis elle a du sang haïtien qui coule, dans ses veines et puis, voilà, après il y a certains aspects, hein, qu'elle revendique. Elle comprend le créole. Bon, elle le parle comme, une enfant qui est née qui est née à l'étranger, mais elle le parle quand même et puis elle fait, en tout cas, c'est pas quelque chose qu'elle rejette. Elle le comprend, et puis tout ce qui est en rapport avec la gastronomie et puis au-delà de la culture. Après voilà, ma fille, c'est un niveau c'est encore un niveau, au-dessus du mien parce que, moi, je suis née en Haïti, d'une mère, je dirais 100 haïtienne. Moi, j'ai gardé, moi, il y a quand même cette double culture parce que je suis arrivée très jeune ici et ma fille, c'est encore pire puisqu'elle, elle est née ici et puis, on a reproduit exactement le même environnement. C'est-à-dire que par rapport à son environnement, elle, enfin, elle n'a pas connu, enfin, elle ne fréquentait pas d'Haïtiens et de Noirs non plus jusqu'à maintenant d'ailleurs. Mais parce qu'elle, voilà, elle est vraiment dans un milieu, où, il y a pas cette opportunité-là non plus. Mais malgré tout, tu vois, il y a quand même, un intérêt, hem, pour la culture haïtienne, pour, son histoire et cetera. Donc elle connaît l'histoire d'Haïti. Moi, je lui ai enseigné l'histoire d'Haïti, voilà, enfin les choses importantes à savoir pour qu'elle puisse quand même savoir d'où elle vient, parce que je trouve que c'est important. Mais voilà, mais après c'est vrai que c'est compliqué, quand, plus les générations passent, de maintenir ce lien et c'est vraiment un effort. Il faut faire ce travail-là parce que ça se fait pas tout seul. Mais, en tout cas, j'essaye, de maintenir ce lien et de transmettre cet amour et puis, voilà, enfin, elle est haïtienne, hein, même si, de toute façon, un blanc te fera très vite, comprendre que tu n'es pas français, hein. Donc Ou reme so ap gade ya, epi mwen invite ou like video a, patajel, epi voy bay zanmi yon pi yo ka jwi li tou. alors effectivement, je suis, créatrice de contenu. Je préfère le terme créatrice de contenu que influenceuse. Après j'espère quand même, et je le vois, à travers les retours que j'ai, les gens que je rencontre, influencer certaines personnes, notamment des jeunes filles, ou même des moins jeunes. Mais voilà, moi je me considère avant tout comme une créatrice de contenu, puisque je produis, du contenu. Mais effectivement, ce n'est pas mon métier, principal, puisque voilà, moi j'ai un métier, à temps plein, qui aujourd'hui, bah, m'occupe, quasiment dans la totalité de ma journée. Donc moi, je suis responsable mobilité internationale, donc voilà, je travaille dans les ressources humaines et donc je m'occupe, de tous ces sujets à l'international pour un groupe, d'assurance et donc à côté de ça, effectivement, je développe cette activité de création de contenu. Donc c'est assez récent puisque ça fait à peu près 4 ans, que j'ai commencé. Et donc j'ai commencé, voilà, pendant le covid et c'était pas du tout, voilà, dans un but, à la base, je le faisais un peu pour, passer le temps, m'amuser et puis ça a pris de l'ampleur et de l'importance et voilà et aujourd'hui, ça devient de plus en plus, je dirais, professionnel, mais à la base, c'était pas vraiment, voilà, ce qui était prévu. C'est aussi le public, hein et puis aussi, tu vois, les retours que tu as qui font que tu changes de stratégie. Voilà, mais et donc comment c'est arrivé? C'est arrivé «par hasard» entre guillemets, il faut dire merci au covid, hein, puisqu'on était tous, enfermés à la maison, il y avait pas grand chose à faire et puis, il y avait cette application TikTok qui venait, de sortir, parce que c'est tout récent
Et puis c'est quelqu'un qui m'a dit: «Mais tu connais TikTok?» Je fais: «Non, je connais pas TikTok». «Bah, va regarder TikTok, c'est trop marrant, franchement, il y a des vidéos sympas» et cetera. Donc j'y suis allée et je me suis dit: «OK, d'accord». Je dis: «Mais moi, ça m'intéresse pas de regarder, des vidéos, je veux aussi produire des vidéos». Et donc voilà, c'est vraiment comme ça, je me suis dit: «Bah, moi, je vais essayer aussi de faire des vidéos parce qu'il y a pas de raison». En fait, la première vidéo, ça n'a pas du tout été une vidéo en rapport avec, que ce soit des quiz, du créole. J'ai posté une vidéo de recettes de cuisine, puisque à l'époque, effectivement, on était chez nous et il y avait beaucoup plus de temps pour cuisiner et donc j'ai posté une recette de riz de jonjon et la vidéo, elle a été, extrêmement, vue et les gens m'ont dit: «Ah mais c'est super, est-ce que tu peux nous faire d'autres recettes?» Et en fait, au départ, quand je faisais des vidéos, c'était des vidéos de cuisine. Et bon, j'ai fait ça quelque temps, puis après je me suis dit: «Bon, moi, enfin, c'est pas moi, même pas chef de toute façon». Donc ça, c'est bien, mais c'est ça en fait, ça peut pas être, un truc tenable, à long terme parce que c'est pas une passion. J'aime bien parce que là, j'ai le temps et puis de toute façon, Covid fini pas fini, mais en tout cas confinement fini. Donc après, il faut retourner, à le travail, parce que je travaillais, depuis chez moi. Et puis là, Covid fini, donc direction bureau, donc on te gagne moins de temps. Et donc, mais me diront ça, donc non, mais faut me continuer faire vidéo, il faut me joindre mon sujet, côté suffisamment à l'aise, côté me gain contenu et côté me sentir pas crédible, mais en tout cas, voilà, ou côté légitime, ouais, pour me créer contenu. Et puis, donc juste pour, expliquer aussi mon parcours, c'est que là, moi, aujourd'hui, je travaille dans les ressources humaines, mais à la base, initialement, Sam Tepliffé, c'était, professeur d'histoire et donc moi, gain, en master en histoire, en histoire, parce que c'est ça que j'ai étudié initialement et puis arrivé dans le master, on me dit: «Bon, là, on va aller dans master 2. Mais est-ce que c'est vraiment ça mon buffet?» Après, elle me dit: «Non, mais en fait, non, parce que de toute façon, déjà, oui, moi, histoire, mais après, en fait, opportunité là, c'est devenir professeur d'histoire, mais seul bagaille que me patron pas seul bagaille, mais professeur d'histoire, en tout cas en France, déjà, ou pas bien payé. Pour toute étude, 5 ans d'études ou pas bien payé. Donc on trouvait sacrifice là ouais, en termes de sacrifice et puis, retour là, pas suffisant. Donc déjà, c'est la première chose et puis après, deuxième chose, c'est que là, au fait commencer, en tout cas dans enseignement, en général, yo voyo dans côté qui difficile. Ouais, ouais, joindre par exemple, c'est en banlieue, dans zone difficile, avec élèves qui pas vraiment sous l'école et cetera et donc en général, première affectation que yo bon, c'est pas, voilà, je me suis dit: «Non mais attends» parce qu'en plus j'entendais des choses: «Oui, tel enseignant, a reçu une gifle, on a craché sur tel enseignant» et cetera. Je dis: «Non, non, 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 on pas fait toutes les fois ça, après pour me la battre moi, non, non». Je dis: «Non, moi je fais pas». Il y avait ça et puis je me suis dit: «Non mais en fait, j'aime bien l'histoire mais ça peut pas être, enfin c'est pas suffisant pour créer une carrière» et donc j'ai complètement changé, de voie et j'ai repris des études en management pour effectivement, maintenant travailler en ressources humaines. Mais tout ça pour dire que l'histoire, ça reste quand même une discipline que j'aime depuis toute petite. Moi, j'ai toujours aimé comprendre les choses. Quand je me souviens, ma mère me disait, je lui disais: «Mais pourquoi c'est comme ça?» Elle me dit: «Mais c'est comme ça». Je dis: «Oh mais pourquoi?» Moi, j'ai besoin de comprendre bagayo pour qui ça, c'est pas juste: «Oui, c'est comme ça». Non, moi, j'ai vraiment besoin de comprendre la source et donc c'est aussi ce qui m'avait, poussée à faire de l'histoire pour comprendre, les choses et donc ça, c'est je me suis dit: «Bah, tiens, moi, l'histoire, c'est quelque chose que j'aime faire». Pour revenir à la création de contenu, c'est quelque chose que j'aime, c'est, ce qui m'intéresse et donc pourquoi pas, bah, proposer, des contenus en rapport avec, l'histoire. Après, j'aime bien aussi transmettre. Je me dis: «Bah, voilà, mais il faut que je trouve quelque chose, voilà, en rapport avec ça, où il y a suffisamment de matière», parce que l'histoire, c'est infini, hein.
Hem et voilà et donc c'est comme ça que j'ai changé de format et donc j'ai commencé à faire, des quiz. Des quiz parce que là, je me suis dit: «Il faut que je trouve un format ludique, court, qui capte l'attention» parce que les gens Mougno sous les réseaux sociaux, enfin leur attention elle est limitée. Si tu commences à faire un cours trop long et cetera, ils vont zapper. Et donc je trouvais que le format quiz, 10 questions, très court et cetera, c'était pas mal. Après c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, c'était un format qui existait déjà sur les réseaux et je l'ai adapté en version créole, en version haïtienne. Et donc ça a marché et donc effectivement pendant j'ai fait des quiz pendant, très longtemps, puis bon là, j'ai arrêté mais je vais reprendre, mais ça, ce format-là, c'était un format qui me permettait et de pour les gens, qui ne s'intéressent pas du tout à l'histoire d'Haïti, bah, tu vois, de quand même envoyer des petits messages, de dire: «Ah bah tiens», susciter l'intérêt et puis aussi pour les gens qui connaissent ou qui connaissent en tout cas pour, en tout cas, attirer les gens. Voilà, puis après il y a eu d'autres formats où là, c'est vraiment plus des formats où j'expliquais, heu, je sais pas, un événement historique type bataille de la enfin bataille de Vertières ou un personnage historique où là, c'était beaucoup plus, hem, voilà, du contenu, face caméra mais où tu expliques et puis voilà, donc après c'est comme ça que l'activité, de création de contenu est arrivée. Puis après, il y a eu d'autres choses, voilà, après, forcément, tu commences à créer une communauté, bah, on t'invite à des événements. Après, moi, j'ai aussi décidé de me dire: «Bah, je vais», par rapport aussi au retour que les gens me faisaient: «Ah bah, c'est super, d'avoir quelqu'un, qui, vulgarise aussi, l'histoire, la culture et cetera» et moi, vraiment les plus beaux retours que j'ai, c'est quand je rencontre quelqu'un dans la rue qui me ou dans les événements qui me dit: «Grâce à toi, heu, mes enfants, parlent créole, en tout cas veulent parler créole, veulent apprendre le créole. Ah bah, grâce à toi, j'ai lu tel livre, je savais pas. Grâce à toi, j'ai appris ça». Enfin, moi, c'est vraiment les enfin, moi, ce qui me fait le plai enfin, c'est vraiment ce qui me fait le plus plaisir dans la transmission. C'est de me dire: «Ah bah oui, j'ai touché quelqu'un», soit parce que voilà, il a décidé de plus s'intéresser à la culture haïtienne, à l'histoire d'Haïti ou, il a changé son regard sur Haïti. Donc c'est vraiment, en tout cas aujourd'hui, ce que j'ai envie, de faire sur les réseaux et c'est vraiment d'être une ambassadrice d'Haïti, mais dans toutes ses dimensions, hein, sa dimension culturelle, historique. Il y a tellement de choses à découvrir, tellement aussi de, de choses qui sont, cachées, qui sont tues, et notamment pour les gens comme moi, les jeunes comme moi, en tout cas des enfants qui soit ont quitté Haïti très jeunes ou qui sont nés en France et donc qui sont complètement déconnectés d'Haïti, c'est de leur dire que malgré tout, oui, vous êtes certaines personnes vous diront: «Vous êtes pas haïtien parce que oui, vous êtes pas né en Haïti», mais c'est faux. Vous êtes haïtien et donc si vous êtes haïtien, vous devez vous intéresser à votre histoire, parce que déjà notre histoire, elle est exceptionnelle, elle est unique et donc il faut se l'approprier cette histoire-là et c'est aussi une arme, en fait, la connaissance, face à des gens parce que les gens, effectivement, ont tendance à plus voir le négatif, en général, et on va jamais te dire: «Oui, c'est génial». En général, ils vont pointer du doigt des choses qui ne vont pas. Mais c'est aussi une arme, en fait, pour répondre, parce que quand tu connais ton histoire, tu es capable de contre-argumenter, et donc ça, c'est important. Et surtout aussi, moi, je veux, à travers ma page, changer, la narrative parce que oui, bon, effectivement, Haïti, traverse, des difficultés, mais Haïti, ce n'est pas que ça, en fait. Haïti, ce n'est pas que ça. On a aussi, besoin, de penser au futur parce que moi, en tout cas, j'ai cette conviction que Haïti ne va pas rester comme ça. Haïti ira mieux, mais il faut qu'on soit prêt, tu vois? Ou le jour où Haïti se relèvera, que ses enfants soient prêts. Mais ses enfants, c'est aussi les enfants de la diaspora, qui soient prêts et qu'effectivement, ils prennent conscience de la valeur d'Haïti, qu'ils se disent: «Mais Haïti a, un potentiel et moi je veux investir en Haïti», que ce soit
économiquement, culturellement, humainement, j'en sais rien. Mais en tout cas, ne serait-ce que aller visiter Haïti. Parce que visiter Haïti, ça veut dire aussi favoriser le tourisme. Mais pour pouvoir avoir envie d'aller en Haïti, il faut déjà, tu vois, se dire, bah, j'ai envie d'y aller parce qu'il y a des bons côtés. Ma relation avec la communauté haïtienne, elle est relativement récente, hein, puisque je dirais que depuis les 2 dernières années, hein, depuis 2023, 24, 25 à peu près, où je suis beaucoup plus active dans la communauté haïtienne, où je vais effectivement à la rencontre des Haïtiens, que ce soit à travers des événements ou aussi à travers d'initiatives personnelles et de projets hein, qui me tiennent à cœur. Parce qu'effectivement, donc la première chose, c'est les événements haïtiens, parce qu'on a quand même la chance à Paris d'avoir une communauté. Alors, la, le terme communauté, justement, ça, ce serait voilà, un sujet de débat. Je ne sais pas si on a vraiment une communauté à Paris. En tout cas, on a des initiatives. Parce qu'une communauté, pour moi, tu vois, une communauté, ça veut dire entraide, soutien, voilà, transmission. Et effectivement, à Paris, en tout cas, ça c'est mon avis, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'associations, et elles ont le mérite de faire beaucoup de choses, de proposer beaucoup de choses, mais il y a quand même, à mon sens, tu vois, c'est un peu encore dispersé et ça manque encore de cohésion pour vraiment, tu vois, appeler, ça une communauté. Mais effectivement après, bon, il y a plusieurs, définitions de communauté. Mais en tout cas, il y a, des Haïtiens, à Paris et en région parisienne qui font énormément de choses pour la culture. Et donc effectivement, dans ces événements-là, je participe à certains de ces événements et donc c'est à travers ces événements que j'ai rencontré, des Haïtiens, notamment des personnes qui me suivent ou pas, mais aussi j'ai rencontré des gens qui font aussi des choses, très bien et très positives pour mettre en avant, la culture haïtienne. Et après, donc à côté de ça, moi j'ai commencé depuis l'année dernière donc j'ai mis en place une série qui s'appelle On me conterait et en fait, c'est une série, qui, allie entre guillemets 2 de mes passions, puisque moi j'aime beaucoup voyager. Voilà, bon, enfin, d'ailleurs si je pouvais, je ferais ça tout le temps. Mais en tout cas, voilà, je me suis dit: «Bah, écoute, tu voyages quand même assez régulièrement et pourquoi, rester, uniquement à couvrir les Haïtiens de France, en fait?» Et bon, on a quand même les Haïtiens, ont, alors c'est aussi la conjoncture, hein, qui fait que voilà, les Haïtiens, bah, vont là où il y a des opportunités, hein, pour pouvoir, trouver une vie meilleure et donc il y a quand même on trouve quand même des Haïtiens dans beaucoup d'endroits dans le monde. Tu vois? Et je me suis dit: «Mais» et donc moi j'avais un challenge, je me suis dit: «Non mais en fait, moi je vais essayer à chaque fois que je voyage à l'étranger, de trouver au moins un Haïtien et le rencontrer et voir, bah, enfin c'est quoi être haïtien à l'étranger?» Mais c'est peut-être pas la même chose être haïtien en Belgique, au Canada, aux États-Unis, en Chine, parce que tu dois aussi faire avec la culture du pays. Et donc tu as non seulement effectivement, on a un socle commun qui est être haïtien à l'étranger, mais tu as être haïtien en Chine, où tu as quand même peut-être d'autres choses en plus d'être haïtien à l'étranger. Et moi j'avais envie en fait de rencontrer ces gens-là et qui me racontent un peu leur expérience. Et donc ça c'était le premier objectif, mais le deuxième objectif c'était aussi de trouver des gens qui font des choses et de se dire: «OK, les Haïtiens, à l'étranger, il y a aussi des gens qui font des choses très bien, des choses très positives, des gens qui ont réussi, en fait, à s'élever» et moi, j'avais aussi envie de montrer cette facette positive, en fait, des gens, mais pas que et aussi montrer aussi, hem, les difficultés. Parce que souvent et ça, c'est notamment par rapport peut-être aux Haïtiens qui vivent en Haïti, qui ont tendance peut-être à idéaliser effectivement le fait de vivre à l'étranger, mais c'est pas facile, hein, de vivre à l'étranger et c'est pas facile d'être haïtien à l'étranger, mais c'est aussi
montrer c'est quoi être haïtien, donc aussi les réussites, mais aussi les difficultés. Heu et pas, voilà, que montrer le côté, voilà, enfin, c'est pas non plus, un truc lune de miel où tu vas montrer que les gens, qui réussissent, c'est aussi montrer les difficultés et comment les gens en sont arrivés là. Donc voilà, donc depuis effectivement l'année dernière, il y a cette série Rencontrer où moi je vais à la rencontre, un peu comme toi ici, hein, tu fais où je vais à la rencontre des Haïtiens, voilà, dès que j'ai l'opportunité d'être, en dehors de la France. Déjà trouver quelqu'un, ça c'est le premier challenge et ensuite accepter, que la personne, enfin trouver quelqu'un et que la personne accepte de se livrer, face à la caméra, puisque voilà, c'est pas un exercice facile. Mais voilà, en tout cas, voilà, c'est le projet, que j'ai mis en place l'année dernière et que je souhaite, continuer, cette année et puis voilà, sur les années à venir. Mais voilà, donc ça effectivement, je rencontre cette communauté haïtienne qui est très variée, hein, qui est très variée, en fonction de l'âge, de l'origine, de plein de choses. Mais voilà, j'apprends à la connaître et puis il y a des très belles surprises, hein. Honnêtement, il y a des très belles surprises. Puis il y a vraiment, puis ça même ça donne des idées pour, d'autres choses, mais c'est vraiment intéressant. Alors effectivement, il y a, une montée, je dirais, alors pas du racisme, mais en tout cas, du, nationalisme, notamment en France. Bon après ça a toujours existé, en France. Je pense que c'est un petit peu plus exacerbé aussi, notamment à cause des réseaux. Puisqu'en fait, il y a des choses qui se faisaient, hein, avant, c'est juste qu'on ne les voyait pas. Parce qu'il n'y avait pas, je dirais, cet accès facile à l'information. Donc on a l'impression, en tout cas à mon sens, que ça s'est amplifié, mais c'est juste que maintenant, les gens voient. Mais en tout cas, ça a toujours existé. Je veux dire, la montée, du Front national, ça fait des années, hein, que, voilà, en tout cas, ça existe. Maintenant, après je pense qu'il y a aussi enfin, il y a aussi le contexte, économique, le contexte, heu, aussi mondial, qui fait que les gens, en fait, ont forcément, hein, tu sais, quand tu es dans des zones de tension, tu as tendance à te refermer sur toi et puis, voilà, donc d'essayer de te protéger. Donc là, avec, la conjoncture économique où, la vie devient plus chère, la vie est plus difficile, hein, qu'il y a quelques années. Donc forcément, les gens ont tendance à vouloir, protéger leurs propres intérêts avant ceux des autres. Et pareil, donc je pense qu'il y a effectivement ce contexte aussi qui fait, qu'il y a, un accroissement. En tout cas, on a l'impression que c'est plus pesant aujourd'hui en France. Après, moi personnellement, au quotidien, pour être tout à fait honnête, heu et jusqu'à maintenant, moi j'ai pas vraiment eu de, enfin je me suis pas sentie, discriminée. Après je sais que ça existe, hem, mais jusqu'à maintenant, déjà je pense qu'il y a quand même une partie, bon ça, il y a quand même une partie, je pense que quand tu arrives dans un pays étranger, il y a quand même un travail à faire, toi en tant qu'immigré, pour t'intégrer. Après ça ne veut pas dire que ça va régler tous les problèmes, mais il y a quand même une partie. C'est-à-dire que quand tu arrives, moi j'estime, hein, quand tu arrives dans un pays étranger, il y a quand même un minimum d'efforts à faire pour t'intégrer. Et ça ça je parle pas forcément d'un pays, mais c'est si on prend l'exemple de quelqu'un, tu invites quelqu'un chez toi, heu, à passer quelques jours. Tu es quand même censé, t'aligner aux règles de vie de cette personne-là. C'est-à-dire qu'elle te reçoit chez elle, je veux dire la politesse veut que tu quand même, tu respectes les règles de cette personne, parce que c'est quand même chez elle, tu vois? Donc en fait, donc je pense quand même il y a quand même
une partie, où effectivement il y a un travail à faire, c'est-à-dire un travail d'intégration. C'est-à-dire à faire l'effort de parler la langue, faire l'effort, alors pas suivre toutes les cultures, mais en tout cas respecter la culture d'autrui, tout et après moi je suis complètement pour garder sa propre identité et sa propre culture. Mais c'est-à-dire ne pas complètement, c'est-à-dire vouloir imposer sa culture à quelqu'un d'autre alors que la personne elle est chez elle. Donc il y a mais après malgré tout, tu peux faire tout ça et bon après il y a des gens qui sont foncièrement, racistes et ça bon, malheureusement tu peux pas y faire grand-chose. Mais voilà après, il y a des, il y a de la discrimination, c'est vrai, hem et mais je trouve quand même que malgré tout, on a quand même des opportunités ici en France. Voilà, si, on se donne, je dirais, la peine d'aller les chercher et puis surtout aussi, parce que parfois, tu sais, dans la discrimination, il y a aussi alors moi je parle du milieu professionnel, par exemple. Il y a aussi nos propres barrières qu'on se met. À mon sens, hein. Mais ça, c'est pas propre, aux Haïtiens, mais là, je de manière générale. C'est-à-dire que, par exemple, sur un poste, tu vas te dire: «Mais de toute façon, moi, je vais même pas postuler, je vais pas être prise». Tu vois? Donc c'est-à-dire que tu as même pas essayé. Tu te dis: «Non, mais de toute façon, voilà, moi, je suis noire, donc je vais je je ne vais pas y aller». Mais donc c'est aussi, peut-être, nous aussi, essayer de, parce que c'est un en fait, c'est un mur, c'est un mur invisible. Peut-être qu'il faut aussi essayer de briser ce mur-là et puis, voilà, après si ça marche pas là, ça marchera, en tout cas moi je pense qu'il faut aussi, voilà, se créer des opportunités. Après sans bien sûr renier le fait que la discrimination existe et puis, elle existera, et puis, bah, il faut faire, avec et puis si vraiment, voilà, je dirais que c'est, un frein, peut-être changer l'environnement, mais hem, après je trouve quand même qu'effectivement il y a de la discrimination en France, mais ailleurs, mais en parallèle de ça, il y a quand même beaucoup d'ouverture, heu, qui se fait. Parce que là, tu vois qu'il y a de plus en plus quand même de couples mixtes. Donc les gens, malgré tout, notamment la nouvelle génération, s'ouvrent de plus en plus. Donc il y a quand même cette, tu vois, dualité entre effectivement des gens, qui veulent se refermer, mais à côté de ça, je pense que notamment la nouvelle génération, elle a quand même cette envie, de s'ouvrir à l'autre et se rend compte de la force, en fait, du multiculturel. Moi, mon objectif, hein, depuis, 3 ans, c'est de retourner en Haïti, mais à chaque fois, enfin sur les 3 dernières années, hein, j'ai voulu y aller et à chaque fois, il s'est passé un truc qui fait que je suis pas allée. Donc voilà, en 2022, je sais plus ce qui s'est passé, mon vol a été annulé. L'année dernière, même chose et puis là, j'avais pris un vol pour au Cap en janvier dernier, aéroport fermé, vol annulé. Donc en fait, là, maintenant que je veux aller en Haïti, Haïti ne veut pas de moi. Donc là, c'est vraiment la volonté y est, mais c'est simplement que la situation fait qu'il y a toujours quelque chose, qui retarde ou qui repousse. Mais vraiment mon envie aujourd'hui, c'est d'aller en Haïti et voilà de remettre un tu vois? Enfin, parfois j'imagine la sensation, tu vois? L'air, les odeurs et cetera et vraiment, vraiment, mon objectif là, sur les 2 prochaines années, c'est vraiment d'y retourner. Après si c'est par, au Cap pour l'instant qui a l'air, voilà, le plus facile, ce sera par au Cap. Mais j'ai vraiment à cœur, d'y retourner et honnêtement, heu moi, mon rêve, hein, mais vraiment, si, un jour, et j'espère que Haïti, se remettra, sur pied, moi, c'est vraiment de sillonner les 4 coins d'Haïti, les 10 départements
de faire tu vois, ce que je fais en contrée, à l'étranger, moi, j'ai envie de le faire en Haïti, tu vois? Et de mettre à l'honneur les 10 départements, enfin et de devenir vraiment là, pour le coup, l'ambassadrice, d'Haïti et que les gens viennent et que mes vidéos donnent envie aux gens de venir visiter, de s'installer, d'investir, tu vois? Donc vraiment, hein, c'est dans mes projets, j'espère que ça se réalisera. Parce que je pense vraiment, même à distance, moi en tout cas, je vois le potentiel, d'Haïti et je pense qu'en présentiel, je serai encore plus convaincue, tu vois? Et en fait, mon travail heu, de commercial, parce que c'est un travail de commercial, il sera beaucoup plus facile, parce que vraiment enfin, il y a tellement de potentiel, que, voilà, ça serait dommage d'en rester là et voilà donc enfin moi prochaine étape, je l'espère, hein, c'est, de retourner en Haïti et pourquoi pas, un jour y retourner y vivre, hein. Honnêtement, moi c'est un de mes projets, voilà. Après bien sûr, il faut un cadre, pour ça parce que tu as souvent tu as quelques personnes, hein, bien sûr, des commentaires un peu désobligeants qui te disent: «Oui, mais bon, c'est facile, de faire, la promotion d'Haïti parce que tu n'y vis pas» et j'entends ce commentaire parce que bien évidemment, c'est beaucoup plus facile de, de faire la promotion, mais pour moi, c'est aussi un point positif parce qu'effectivement, quand tu es quelque part dans l'enfer de ton quotidien, tu n'arrives pas en fait à voir les bons côtés. Mais effectivement de l'extérieur, oui, c'est facile parce qu'on est dans une stabilité, dans un cadre de vie, de sécurité et cetera. Mais malgré tout, ce qu'on dit, d'Haïti, les points positifs, enfin, ils existent, tu vois? Mais c'est juste qu'en fait, on a plus de recul pour les voir. Et donc je pense que c'est aussi important. Enfin, oui, après je vais jamais dire, à quelqu'un qui vit en Haïti: «Mais non, mais tu as tort», parce que moi je suis pas dans son quotidien. Mais, je pense que notre voix, notre regard en tant que diaspora compte aussi, parce qu'on fait partie d'Haïti. Ce sont, les gens, qui vivent à l'étranger, enfin beaucoup, hein, ils vivent à l'étranger parce qu'ils ont pas le choix, tu vois? Mais pour autant, ils restent haïtiens, ils ont aussi leur mot à dire. Moi, c'est Nancy Pascal André, assistante édition à Ibo Post. Si vous voulez voir plus de contenu comme ça, la bonne façon pour supporter nous, c'est like, partager et puis inviter l'autre monde à venir regarder. Songez, nous apprécions chaque like ou fait sur vidéo. Merci.